Bonjour les amis, bienvenue dans le monde du code de l'architecture. Vous savez que François Mitterrand a fait bâtir une série de monuments spectaculaires, étonnants et énigmatiques. C'est ce qu'on a appelé les grands travaux, qu'il a soutenus pendant les 2 septennats de sa présidence. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ces constructions contiennent un message caché, certain, prouvé. Et pourquoi ? Les révélations que je vais faire sont tout à fait inédites. Nous verrons que cette affaire est d'une importance colossale pour l'avenir, pour le monde de demain. En fait, Mitterrand a imité certains souverains des siècles passés. Il bâtissait des monuments exceptionnels. Les rois l'ont précédé dans l'art du codage de l'architecture. Je vais donc commencer mon diaporama par une évocation du travail de bâtisseur du roi Louis XIV. Nous verrons que François Mitterrand a donné une extension personnelle à une mise en place codée qui existait bien avant lui. On va passer maintenant à la première diapositive. Il s'agit justement d'un portrait du roi Louis XIV. C'est son portrait officiel. Louis XIV a régné de 1643 à 1715. Donc c'est le plus long règne de l'histoire de France. Son règne a duré 72 ans. Et il a été un grand bâtisseur, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voici un plan du château du Louvre. C'est tel qu'il est aujourd'hui, sauf qu'il y a une différence. On va dire à gauche, vous voyez, c'est fermé. C'était le palais des Tuileries, qui a pris feu il y a quelque temps déjà, quelques siècles, et qui n'existe plus. Je vous montre le château du Louvre, parce que montrer que Louis XIV a beaucoup fait de travail dans ce château. Vous voyez à droite la cour carrée, et les nombres qui sont encerclés de rouge, ça a été commandité par Louis XIV. Vous voyez, ça veut dire que on doit à ce roi la cour carrée du Louvre. Voilà, notez-le bien. Et on peut dire aussi que le Louvre est le plus grand château d'Europe. Donc, en résumé, chaque souverain a ajouté une aile, un petit quelque chose au fil des siècles, depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Voilà. Et donc, voici le château de Versailles, tel qu'il est bien connu, on le reconnaît tout de suite. Ces jardins, c'est la création essentielle de Louis XIV. D'accord, on fait un petit peu de tourisme, très peu, je vous rassure, on va entrer dans le vif du sujet. Et donc, vous avez le château de Versailles là-bas en haut, tout petit par rapport au jardin, au bosquet, qu'on a étudié la dernière fois. Et donc, au premier plan, ce sont les deux canaux, les deux très grands canaux de Versailles. Et donc, forcément, ils se croisent. Et c'est ça qui va nous intéresser maintenant. Parce qu'on est intéressé par une certaine ligne. Vous pouvez voir à gauche, donc on amarre notre ligne sur le croisement des canaux. Et on va à l'autre extrémité, vers l'est, attacher notre ligne au centre de la cour carrée. Vous allez voir pourquoi bientôt. Et donc à ce moment-là, on passe sur le dôme des Invalides. Alors c'est quand même intéressant parce que, c'est Louis XIV, c'est le même roi qui a établi ces 3 sites. C'est lui qui a commandité et fait faire les travaux dans le parc de Versailles. C'est lui qui a fait bâtir l'hôtel des Invalides, notamment la fameuse chapelle royale, avec son dôme doré. Et c'est encore Louis XIV qui a, comme je le disais tout à l'heure, créé la cour carrée. D'accord ? Et donc, il y a un alignement ici. Le truc, si on veut, c'est qu'on se demande si ça a été fait volontairement. D'accord ? Puisque ça a été les 3 lieux ont été gérés et créés en même temps, est-ce que ça n'a pas été fait exprès, pour une raison inconnue ?
Et on peut voir ici donc l'hôtel des Invalides, hein, que Louis XIV avait fait bâtir pour les soldats qui avaient été blessés, invalides de guerre dans les batailles. Il leur a offert voilà, ces constructions. Et donc, au premier plan, là, c'est la chapelle royale, avec le dôme. Voilà. La ligne, en fait, ne passe pas tout à fait sur le dôme, mais juste à côté, donc sur le monument quand même. Ok. Donc, si vous voulez, on part dans une enquête à se demander si il n'y a pas des choses cachées concernant l'architecture. Alors, je ne commence pas, c'est un énième épisode. Voilà, et on va voir de fil en aiguille, petit à petit, que en fait les pièces de puzzle s'assemblent. Voici le dôme de la chapelle royale des Invalides. On passe maintenant à autre chose, à savoir ici, on est dans le grand parc de Versailles. À côté du château proprement dit, Louis XIV avait fait bâtir le Grand Trianon que l'on voit là. Hein, c'est une aile, on va dire, en plusieurs parties, hein, avec des angles droits. Parce qu'il voulait se reposer un petit peu à l'écart du protocole de la cour. Bon. Voilà, et donc on va fixer une ligne et sur cet axe-là, qui est l'axe essentiel de Trianon. Ouais, là où il y a une personne debout, voilà, enfin juste derrière elle, on va amarrer une ligne. Notre ligne va passer sur le pavillon français, qui a été bâti par Louis XV et Madame de Pompadour. C'est ce qu'on appelait une fabrique. Bon, j'ai eu l'occasion d'y aller à titre exceptionnel. Voilà, j'ai pris cette photo, on voit une rose des vents. Hein. Donc il est bien question d'orientation, de direction. Hein. D'accord. Notre ligne va passer par le Petit Trianon. C'est un petit pavillon, si on veut, bâti également par Louis XV. C'est un chef-d'œuvre hein, de l'architecture néoclassique, qui était alors à son début. Et en fait, ce petit Trianon, Louis XVI, par la suite, l'offrira à Marie-Antoinette. Voilà. Et on présente aussi le Temple de l'Amour, qui a été bâti pour Louis XVI. Voilà. Donc dans cette vue d'avion, c'est une photo Wikimedia Common hein, de Toucan Wings, je pense qu'on peut le lire d'ailleurs. On peut voir ici quoi, on ne voit pas le Trianon parce que la caméra est juste au-dessus, mais on peut voir le pavillon français, hein, le petit Trianon là-bas, et tout au fond le Temple de l'Amour. Bon, c'est exactement aligné. Et donc sur cette vue satellite, on peut voir que cet alignement ici, que je viens d'évoquer, hein, dans le grand parc de Versailles, eh bien, il mène où ça, il mène comme par hasard exactement au centre de la cour carrée. Voilà, exactement. Hein, c'est très précis. Donc encore une fois, on peut se demander si ces rois, petit à petit, n'ont pas bâti pierre sur pierre, c'est le cas de le dire, pour nous faire comprendre quelque chose. Est-ce qu'ils accordaient une importance particulière à la cour carrée du Louvre? C'est la question. Et voici maintenant le palais du Luxembourg, hein, dont on va avoir besoin aussi. Le palais du Luxembourg a été construit par Marie de Médicis, qui était la reine de France et de Navarre. Elle avait été aussi la régente de Louis XIII, hein, c'est-à-dire qu'elle avait le pouvoir quand Louis XIII était encore un enfant. Elle était l'épouse de Henri IV, qui était le grand-père de Louis XIV. Donc, enfin, c'est un château majeur à Paris. Hein. Aujourd'hui, c'est le siège du Sénat. Voilà, c'est un lieu majeur aussi de l'histoire de France. D'accord. Et on est quand même surpris de remarquer, bon, vous voyez,
sur une grande carte Google Earth, j'ai pris 2 morceaux afin de les rapprocher avec la même orientation et la même échelle. Parce que sinon on n'aurait pas vu les détails. Et on peut voir en bas que le palais du Luxembourg est orienté exactement vers un quartier de la cour carrée. Mais pas n'importe lequel, parce que anciennement, c'est là, dans ce quartier-là, on va dire le quartier ouest ou sud-ouest, c'est là que le Louvre a commencé, c'est là que le roi médiéval Philippe Auguste avait bâti le premier château du Louvre, un château fort. Et par la suite, Charles V a continué. Ce château était justement ici, dans le quart en question. Ça veut dire que le palais du Luxembourg, pointe, est orienté vers l'ancien château fort du Louvre, qui a été démoli depuis pour faire place à quelque chose de plus grand. Donc on pourrait là encore se demander si ça n'avait pas été fait exprès. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a dans cette cour carrée du Louvre ? Oui, pardon. Vous voyez ici, c'est justement quoi. Alors, ce qu'il faut voir en noir, c'est le premier château de Philippe Auguste. Et donc, par la suite, justement, à l'époque de Louis XIV, essentiellement, ça s'est développé, vous voyez, ça a donné la grande cour, qui fait 4 fois plus grande. Voilà. D'accord. Donc on retrouve ici le palais du Luxembourg et la cour carrée du Louvre, dont on vient de parler. Voilà. Et plus bas, c'est l'Observatoire de Paris. On peut remarquer que en fait, l'Observatoire est exactement dans la continuité de l'axe Louvre-Palais du Luxembourg. Il est exactement pour créer un alignement. Donc, l'Observatoire, c'est Louis XIV. On lui a demandé, des scientifiques lui ont dit que ce serait bien de créer un observatoire pour faire progresser certaines sciences, comme l'astronomie, pour établir des cartes de navigation. Donc cet observatoire a été l'objet comme ça d'un essor scientifique en géodésie, cartographie, météorologie. Voilà. Donc vous voyez, c'est-à-dire que la grand-mère, en quelque sorte, Marie de Médicis, elle bâtit le palais du Luxembourg orienté vers le Louvre. Et à ce moment-là, Louis XIV, il arrive quelques décennies après, et lui, il fait bâtir l'observatoire dans la continuité, de façon à créer une ligne, à cautionner ce que sa grand-mère avait fait. Voilà. Encore une fois, ça pourrait avoir été fait exprès. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que les coïncidences s'accumulent, va bien falloir admettre que non, c'est pas le hasard, c'est que ça a été fait délibérément. Et que les rois de France ont accordé une grande importance à la cour carrée du Louvre pour une raison qui pourrait sembler énigmatique. Et on verra dans la suite que lorsque François Mitterrand arrive, il crée ces monuments. Et on va voir que ça, c'est tout à fait dans la continuité de ce que les rois avaient fait. Et donc, l'observatoire, je ne sais plus si j'ai une image. D'accord, là je n'en avais pas. L'observatoire, en fait, a été posé selon les points cardinaux, moins bien orienté pourtant que la grande pyramide d'Égypte, mais en son centre, verticalement, passe ce qu'on avait appelé le méridien de Paris, qui se voulait un méridien zéro, un méridien d'origine, sur lequel pouvaient se caler tous les autres méridiens. Bon, finalement, les choses ont tourné différemment, et c'est le méridien de Greenwich qui a été choisi, parce que les Anglais avaient un grand essor extérieur, et ils développaient un empire, voilà. Enfin bref. Et c'est intéressant, parce que là, lorsque François Mitterrand était président, à Paris, on a déposé 135 médaillons dits Arago, des petits médaillons de 15 cm de diamètre en bronze,
Arago, c'est l'astronome et le géomètre qui avait cartographié anciennement le passage du méridien à travers Paris. Et à l'époque de Mitterrand, à travers Paris, on a fait poser des médaillons comme ça, verticaux, 135, pour marquer le méridien de Paris. Donc vous voyez là déjà l'intérêt pour la cartographie. D'accord? À l'époque de Mitterrand, est-ce que c'est Mitterrand lui-même qui l'avait demandé? Bon, mystère. Mais cela s'est fait à son époque. Donc voilà. Vous voyez, il faut s'ajouter ici sur la carte, parce qu'il y a tout un axe qui descend du palais du Luxembourg à travers les jardins du Luxembourg. Et avant l'observatoire, il y a la fontaine des 4 parties du monde, faite au XIXe siècle. Cette fontaine, là, en voici une photo. Et bon, les 4 dames nues représentent les 4 continents, parce qu'à l'époque, on ne tenait pas compte de l'Océanie. Bon, vous avez des chevaux, etc. C'est intéressant de voir que bon, la Terre est là, et sur le bandeau, il y a les signes du zodiaque. Et en fait, les 2 signes qui sont dans l'axe des jardins du Luxembourg et du Louvre avec le palais du Luxembourg, ce sont les signes des poissons et du Verseau. Non pas à considérer comme dans l'astrologie tropicale, et de signes d'une année, quoi, coïncidant avec certains mois, mais plutôt ici les airs du Poisson et du Verseau, relativement à la précession des équinoxes. Et à notre époque, à nous, là, on est en train de passer des Poissons au Verseau. Voilà, dans l'axe, ça veut dire que tout ceci a été déposé pour l'âge des révélations, quoi, pour le monde à venir, et pas simplement... voilà. Voici maintenant un autre château. C'est le château de Louis Fouquet, le château de Vaux-le-Vicomte. D'accord, attendez. Ici. C'est le château de Vaux-le-Vicomte, qui a été créé encore pendant le règne de Louis XIV, par son vassal, donc Nicolas Fouquet, qui était surintendant des finances, qui était très riche. Le château a été créé entre 1658 et 1661, au début du règne de Louis XIV quand même. Et donc les 3 personnes qui avaient été embauchées pour cette création architecturale, c'était Louis Levaux, qui était à l'époque le premier architecte du roi, André Lenôtre, qui était le paysagiste, qui a fait les jardins, qui les a conçus, et il était contrôleur général des bâtiments du roi. Et Charles Lebrun, le peintre, après, qui a fait la galerie des glaces à Versailles, le plafond, était à l'époque le fondateur donc de l'académie de peinture. Donc c'était 3 personnes qui étaient aux premières loges, quoi, au premier rang des connaisseurs de certains secrets, d'accord, que Louis XIV a réembauché tous les 3 pour créer Versailles. Bon, le château de Vaux-le-Vicomte est un chef-d'œuvre de l'architecture classique. Bon, je passe, là c'est le même château côté jardin. Et donc, bon, Louis Fouquet, finalement, après la fameuse visite du roi, s'est fait arrêter, a été condamné à l'exil. Le roi est intervenu personnellement pour dire non, je veux qu'il soit en prison. Donc il était condamné en prison à vie. Bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé. D'accord. Donc ce château nous intéresse. Vous voyez, il est en bas à droite. Château de Vaux-le-Vicomte. Si vous remontez une ligne vers Paris, et que vous la braquez, tiens, pour voir sur le centre de la cour carrée, ben, c'est très intéressant, quoi, évidemment. Alors, voici le château de Vaux-le-Vicomte, dans une vue Google Earth.
On part un peu du milieu du château. On tient compte que la photo n'est pas prise exactement à la verticale. Ok. Et donc ma ligne arrive sur le centre de la cour carrée, hein, parce que je commence à me dire, mais euh, on a déjà vu des alignements qui tiennent compte de ce point géographique. Donc on finit par se dire, mais alors, à l'époque, peut-être il y avait des gens haut placés qui pouvaient bâtir des châteaux et qui savaient certaines choses, qui mettaient en place un secret, un codage. Tiens, on va voir ce que ça donne avec Vaux-le-Vicomte, un des châteaux majeurs de cette époque. Voilà. Et donc en fait, vous voyez tout en haut là, on arrive, cette ligne qui passe par le centre de la cour carrée arrive sur la place Vendôme, au centre de la place Vendôme. Ça, c'est une coïncidence encore extraordinaire. Parce que la place Vendôme a été créée à l'époque de Louis XIV, évidemment. C'était à l'époque, cette place n'existait pas. Hein, elle a été créée vraiment ex nihilo. C'est l'architecte préféré du roi, Jules Hardouin-Mansart, qui l'a créée en 1699, là plutôt vers la fin du règne. Voilà. Donc il a fait bâtir Hardouin-Mansart les maisons qui cernent, qui bordent la place. Une grande partie des façades aujourd'hui est classée monument historique, hein, donc une place faite pour durer, pas un truc de bricolage, non, quelque chose de vraiment sérieux. La place Vendôme, c'est une des plus belles places du monde, mais à l'époque de Louis XIV, elle s'appelait la place Louis-le-Grand. Et il y avait la statue équestre du roi au milieu. Vous voyez ? Donc, je vais faire un... Ouais, c'est-à-dire... C'est quand même étrange, non ? C'est-à-dire, vous partez du château de Vaux-le-Vicomte, un château majeur de l'époque, vous pointez sur le centre de la cour carrée, de tiens, on va voir. Et ben ouais, à ce moment-là, on aboutit au centre de la place Vendôme, portrait équestre de Louis XIV, quoi. D'accord ? Ça donne tout à fait l'impression que ça a été fait exprès. Et justement, est-ce que c'est fait volontairement ou pas, mystère, mais au château de Vaux-le-Vicomte, il y a une statue miniature qui représente la fameuse statue équestre de la place Vendôme, Louis XIV sur son cheval. Cette statue mesurait 17 mètres de hauteur. Donc pour ceux qui ont suivi l'épisode de la dernière fois, 17, évidemment, ça ne doit pas être le fruit du hasard. Alors on me dira le mètre n'existait pas, blablabla. À mon avis, s'il existait, je pourrais développer cette histoire-là, quoi. On pourrait croire que le mètre a été créé juste après la Révolution, et qu'avant, parce que des gens avaient mesuré, l'avaient établi avec précision, donc ils se sont dit, tiens, on va prendre le quart du 10 millionième, c'est ça, du méridien. Et donc, non, en fait, non, le mètre existait avant, il était connu avant, mais il n'était pas divulgué, il n'était pas révélé. C'est surprenant, je sais, ça m'envoie là, les faits, ils mènent là, quoi. D'accord. Voilà, donc vous avez sous Louis XIV des Atlantes, hein, des Atlantes, blablabla. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, alors j'avance. Tout est codé, hein, tout est codé. Quand c'est comme ça, tout est codé, c'est un ensemble parfaitement articulé, cohérent. Je sais très bien que je retrouve que certaines bribes, mais enfin beaucoup de bribes aujourd'hui quand même. Voilà, hein, c'est prodigieux comme codage. D'accord, alors. Oui, parce qu'en fait, voilà, vous voyez ici en bas, on peut voir un cercle qui montre que notre ligne, elle passe sur l'église Saint-Roch, qui se prolonge en fait, qui est pratiquement en 3 ou 4 parties, parce qu'elle se prolonge vers le nord-est. Et vers le nord de l'église, il y a une représentation de l'Arche d'Alliance. Je vais passer assez... Voilà, donc là voilà, c'est l'Arche d'Alliance de l'église Saint-Roch. Bon, je ne reviens pas sur l'Arche d'Alliance, hein, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et la ligne, qu'est-ce qui vient donc de Vaux-le-Vicomte, elle passait aussi sur la Sainte-Chapelle. Voilà. Bon alors,
C'est rigolo, si on veut, parce que si vous faites un cercle avec la pointe du compas sur le centre de la cour carrée, mais vous passez bon, très proche de l'Arche d'Alliance, de l'église Saint-Roch, et vous passez sur la Sainte-Chapelle. Donc on pourrait se dire que c'est fait volontairement, hein, et que parce que l'Arche d'Alliance est une relique qui était à l'origine dans le temple de Salomon à Jérusalem, et la Sainte-Chapelle a été bâtie par le roi, par Saint Louis ou Louis IX, pour accueillir les reliques de la chrétienté, notamment l'impressionnante couronne d'épines du Christ, l'authentique couronne. Voilà, donc bon, ce cercle pourrait tout à fait avoir été fait exprès, nous orienter vers une autre piste. Ce qui nous interpelle, c'est que c'est centré sur la cour carrée, quoi. Voilà. Ok. Maintenant, on va voir un élément qui est quand même qui est vachement remarquable. Enfin, déjà le début là, tout de suite. Bon, alors on me dira, on parle pas de Mitterrand, pourquoi? On va en parler, on va développer tout ça impeccable. Hein. On commence par ce qui s'était fait avant, parce que Mitterrand était un initié, entouré d'un groupe d'initiés. Ils ont dit, tiens, on va donner une extension au codage qui s'est fait à l'époque de l'Ancien Régime. Vous voyez, c'est ça. Donc il est intéressant de voir quelques découvertes qui avaient été là avant lui, parce que lui les connaissait, et de voir qu'ils ont mis là-dessus leur propre ajout. Voici la cathédrale d'Amiens, qui est la cathédrale gothique la plus vaste. Et celle qui est les hauteurs des voûtes du plafond, elle est numéro 2. Les voûtes plafonnent à 42 mètres 30. Il n'y a que Beauvais qui fait mieux, mais là beaucoup mieux, 48 mètres. Mais ça s'est écroulé. Ok. Et donc cette cathédrale, ce mastodonte, ce joyau de l'art gothique, peut-être la plus belle façade, à moins que ce soit Reims, a été bâtie au XIIIe siècle, en même temps que se bâtissait la cathédrale de Bourges, autre mastodonte gothique, voilà, bâtie à la même époque. Et alors qu'est-ce qui se passe? Devinez ce qui se passe avec ces deux cathédrales. Et or, des cathédrales comme ça, il n'y en a pas 50, quoi. Hein, il y en a quelques-unes. Eh bien, alors, il faut comprendre cette figure, c'est-à-dire que quand vous joignez une ligne, les deux cathédrales, on passe sur la cour carrée. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est la précision. Parce que vous avez la cathédrale d'Amiens en haut, Bourges en bas, je joins les bords des cathédrales. Bon, je rapproche tout ça. Ça fait 313 km. Alors, je prends que des extraits dans la même orientation. Et je vois que les deux lignes sont exactement sur la cour carrée, quoi. Les cathédrales se joignent en passant précisément sur la cour carrée. La cour carrée telle que Louis XIV l'a établie, d'accord? En même temps qu'il développait le château du Louvre vers l'est, eh bien, il rendait cet alignement parfait. Avant lui, avec le petit château du médiéval, bon, ça manquait un peu de précision, mais en créant la cour carrée comme ça, alors là, parfait. Alors, si vous voulez, ça nous amène à un certain questionnement, parce qu'on se dit, mais alors, à l'époque du Moyen-Âge, déjà, il y a des gens qui bâtissaient les cathédrales, bon ben ça oui, on le sait, mais en plus, ils auraient aligné avec la cour carrée. Mais c'est ridicule, à l'époque, ils n'avaient pas de carte, ils ne pouvaient pas le faire. Ben oui, justement, c'est ça qui est surprenant. Hein. Mais arrivé là, après 30 ans de boulot sur les monuments, je considère que c'est tout à fait plausible. Hein. On ne nous a pas tout dit concernant les monuments. Voilà, il y a des gens du passé qui avaient des connaissances extraordinaires. Hein. Ah. Et donc, Louis XIV, voilà, aurait réceptionné tout cela, il aurait été l'héritier ésotérique des bâtisseurs de cathédrales. Lui aussi aurait connu l'importance de la cour carrée. Et Mitterrand arrive 3 siècles après, et lui aussi, il connaît l'importance de la cour carrée, et il bâtit ses monuments, et vous allez voir ce que cela donne. C'est vraiment très intéressant, restez, ne quittez pas
Ne quittez pas la vidéo. Voilà. Et là, on arrive à Mitterrand cette fois-ci. On est dans la partie Mitterrand. Hein. Donc, voici sa photo qu'il avait choisie pour être sa photo de, comment dire, officielle. Et il a été président de 1981 à 1995, en 2 septennats. Il avait été député, sénateur, ministre. Il avait déjà un très long parcours dans la politique lorsqu'il est devenu président. Bon, le genre qui pouvait connaître tous les secrets qui se baladaient à droite à gauche, si on veut. Bon, alors, je sais que on peut critiquer Mitterrand pour son action politique. Bon, d'accord, il faut voir que dans notre vidéo là, nous nous intéressons à l'architecture. Donc on ne fait pas de politique. Donc on ne va pas critiquer l'action de Mitterrand. Là, on laisse, on va rendre hommage au créateur, à l'architecte, à la personne qui était écrivain, qui était intéressé pour bâtir des monuments qui allaient rester après lui, contenant un message extraordinaire que l'on va décrypter dans les minutes qui viennent. Bon, on va en décrypter quelque chose de très important. Ça ne veut pas dire que tout non plus va être dit, mais vous allez voir que c'est vachement passionnant. D'accord. Alors, voici là, parmi les créations de Mitterrand, et notez qu'on va tenir compte de chacune d'entre elles. Ça va être vachement complet. Eh bien, voici la Grande Arche de la Défense. Donc, voilà, l'architecte était danois, il s'appelle Johan Otto van Spreckelsen. L'arche n'est pas petite, puisqu'elle mesure 112 mètres de largeur, 111 mètres de hauteur, vous voyez. C'est quelque chose de massif, de très grand, d'important. Ok. Alors, je sais pas où j'en suis, mais si, je tourne la page. Et on s'intéresse... bon. Alors, il y a peut-être des personnes qui doivent se dire... peut-être même qui ont quitté la vidéo en se disant, oh, mais alors là, moi, les alignements, je m'en fiche carrément, ça m'intéresse pas. Je voulais pas qu'on me parle de ça. Je veux qu'on me parle de la franc-maçonnerie, vous voyez, blabla. Le truc, c'est que si vous voulez laisser un message à la postérité qui va être retrouvé dans le futur et jouer son rôle de secrets ancestraux, dynastiques, etc., qui soit retrouvé par la suite, eh bien, voilà, la cartographie, la géométrie sur la carte, c'est très important. C'est très important parce que là, c'est incontestable, quoi. À force qu'il y ait des alignements de 3 monuments, le hasard n'est pas possible, quoi. C'est un ou 2 alignements, on peut dire, bon, d'accord, c'est un coup de chance, mais à un moment donné, c'est plus possible que ce soit un coup de chance. Alors ici, ouais. Donc vous avez cet alignement. C'est l'axe historique de Paris, qui est très connu déjà. En fait, c'est Louis XIV, voilà, qui avait déjà commencé cet axe. Le Louvre, comment existait, quoi, se développait. Alors, je ne sais pas si vous allez voir aussi. Attendez, on ne peut pas miniaturiser. Oui. Ah, d'accord. Alors là, mon portrait va vous empêcher de voir peut-être certaines choses, mais bon, en bas à droite, c'est le Louvre. Voilà, et Louis XIV l'avait développé, comme on l'a dit, et il a aussi créé à l'époque les Champs-Élysées, qui à l'époque étaient en pleine campagne. C'est rigolo quand même. Il avait créé les Champs-Élysées, donc il avait commencé en quelque sorte l'axe historique que ses successeurs allaient continuer. D'accord. L'Arc de Triomphe, bâti par Napoléon Ier, qui a posé aussi l'Arc du Carrousel à côté du Louvre. À l'époque de Louis-Philippe, c'est l'obélisque de la Concorde, qui a été placé sur l'axe historique. Et Mitterrand arrive, et lui, assez loin, mais très précisément, il place la Grande Arche de la Défense sur l'axe historique de Paris. Voilà. Alors néanmoins, il y a quelque chose
de remarquable, c'est que cette gigantesque porte n'est pas tournée vers l'axe historique. À 6,3 degrés, elle est un petit peu tournée vers le sud, on va dire. Et là, on peut vraiment se demander pourquoi. Alors, des contraintes techniques, de bâtisseurs et tout, je n'y crois absolument pas. Ça, c'est des trucs, des explications pour les grands médias, quoi. Ah ben, on n'a pas pu mettre la porte dans l'axe historique, désolé. On a rencontré dans le sous-sol un problème, vous voyez, donc on l'a tourné un petit peu, vous voyez. On n'y est pas arrivé, on l'a tourné un petit peu, ben oui. Bon, en fait, ça, c'est du bidon, quoi. Voilà. D'accord, on continue. Alors, on va voir. Il y a deux moyens, en fait, d'arriver à la cour carrée. C'est-à-dire que la finalité de tout ce travail que je vais vous présenter, c'est de montrer que les monuments ordonnés, on va dire, financés par Mitterrand, la finalité, c'était de pointer sur la cour carrée du Louvre, exactement comme les prédécesseurs royaux avaient fait. Voilà, et on peut y arriver, en fait, de deux façons différentes. Je vais vous montrer la première façon qui est très simple. C'est d'une simplicité totale. Pourquoi personne ne l'a pas vu avant? Eh bien parce que, voilà, et justement, si vous arrivez comme ça, dans toute fraîcheur, ingénument, à essayer de comprendre ce que voulait dire certaines facettes des monuments de Mitterrand, vous n'allez pas y arriver si vous ne savez pas ce que je vous ai montré juste avant. Il faut connaître l'importance de la cour carrée du Louvre pour comprendre, d'accord? Il faut déjà en savoir des choses. Il faut savoir qu'il existe un grand code de l'architecture qui opère sur des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Et quand Mitterrand arrive, il n'est pas le premier dans le secret. D'autres gens sont passés avant, d'autres bâtisseurs avant lui. Il donne une extension, il prolonge ce qui a été fait. Vous allez voir comment. Donc voici la première façon d'arriver à la cour carrée du Louvre. L'Arche de la Défense est donc tournée, non pas vers l'axe historique, mais vers la grande bibliothèque que François Mitterrand a fait bâtir. Voilà. Cette bibliothèque, la voici. Alors, il y a 4 tours. Bon, comme on dit, en forme de page de livre ouvert. D'accord. Il y a 4 qui délimitent une espèce de forêt, comme ça. D'accord. Voici une des tours. Donc, la grande bibliothèque, la BNF, Bibliothèque nationale de France, inaugurée en 1995 par Mitterrand. Elle possède l'un des fonds les plus riches du monde. C'est la plus grande bibliothèque de France. Voilà. Donc c'est à la fois une bibliothèque et en même temps c'était l'occasion de renforcer le secret ancestral. Alors pour les gens, bon je fais durer un peu, mais pour les gens qui débarquent dans cette vidéo, qui ne connaissent pas du tout mon travail, bon, il y a de multiples vidéos que j'ai déjà publiées, qui en expliquent déjà beaucoup à d'autres époques, etc. Donc c'est tentant de rejeter tout ça d'un revers de main, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui dit n'importe quoi. Bon, il y a déjà beaucoup de découvertes, il y a beaucoup de pièces de puzzle qui sont en place. Ne l'oubliez pas. Ce qui est surprenant n'est pas forcément faux. C'est peut-être à vous de vous mettre à jour dans vos connaissances, si vous pouvez y arriver. Voilà, donc là en plus, depuis le début de la vidéo, je prends soin de ces gens-là, en évitant de les brutaliser net, voilà. Mais d'accord. Voici encore une photo du génialissime Didier Coilinck, le grand homme. Et voici la Bibliothèque nationale de France by night. On pourrait dire quand même qu'il y a facilement un aspect mystérieux, quoi. Voilà, il en voit bien les 4 tours.
et disons le bois qui est ici entre. Donc il y a quand même quelque chose de mystérieux, quoi. Ça fait mystérieux, puisque cette symétrie, ces quatre tours, les arbres plantés au milieu, bon, il y a une mise en scène. Hein. C'est pas juste une bibliothèque, voilà la bibliothèque, vous voyez. Non, c'est quelque chose, le goût d'une mise en scène un peu spectaculaire et énigmatique, quand même. Voilà. Et ici, on peut voir que la bibliothèque est orientée vers quoi? Vers les colonnes de Buren, une autre création de l'époque de Mitterrand, hein, qui avait été pas mal gérée par son ministre de la Culture, Jack Lang. Voilà. Ok. Donc la bibliothèque est orientée vers les colonnes de Buren, qu'on a appelé aussi le double plateau. Hein. Les deux plateaux. Ça se situe dans le palais royal, hein, au départ construit par Richelieu, offert au roi Louis XIII, résidence du jeune Louis XIV quand il était enfant, pendant la Régence. Alors attention, c'est encore un des hauts lieux historiques aujourd'hui, puisque le palais royal accueille le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et le ministère de la Culture. Hein. Voilà. Donc ce sont dans la cour du palais royal, des colonnes sont là, elles dépassent un peu, de différentes dimensions. Bon, ça n'a pas plu à tout le monde, hein. Il y a eu une controverse, il y a des gens qui n'en voulaient pas, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est ridicule, ça n'a aucun sens et tout. C'est encore parce que c'est énigmatique. Hein. Bon. Les colonnes de Buren aussi, dans leur aspect incongru, cachent un message. C'est le dépôt d'un message ésotérique. Si on ne le sait pas, évidemment, on ne comprend pas, et à ce moment-là, on reste en dehors du concept. Voilà. Vous voyez, c'est bon, c'est comme ça, quoi. Mais c'est précieux, ça devait absolument être là et pas ailleurs, et ça devait exister absolument. Donc l'impulsion de ce projet est née en 83 par Mitterrand, et ça a été terminé en 86. On peut constater que la commission supérieure des monuments historiques a été contre le projet. Mais Jack Lang est passé au-dessus. Il s'est passé de l'avis de cette commission. En 86, le ministre qui a succédé à Lang, c'était François Léotard. C'était le nouveau ministre de la Culture, donc il s'est demandé s'il n'allait pas démolir, en fait, les colonnes de Buren. Bon, mais en fait, quand il a constaté que ça coûterait aussi cher à démolir que ça avait été le cas pour le construire, il y a renoncé. Donc c'est finalement arrivé. Bon, vous allez voir qu'il fallait absolument que ce site soit là, existe, sinon tout le décodage, tout le codage est tombé à l'eau, quoi. Hein, voilà, tout simplement. Voilà, vous avez une seule colonne qu'on peut voir comme ça jusqu'à sa base. Ça s'appelle le double plateau, les deux plateaux, parce qu'il y a un niveau en dessous, avec de l'eau qui bouge, qu'on entend, qui circule. On ne le voit que ici. Et vous avez voilà, là à gauche, vous avez les colonnes de Buren. Dans le palais royal, elles sont orientées vers quoi? Elles sont orientées vers la pyramide du Louvre. Donc on va récapituler tout ça dans quelques instants. Hein. Si vous voulez, on est en train de jouer au jeu de l'orientation. Qu'est-ce qui fait face? D'accord? La grande arche fait face et tournée vers la bibliothèque, qui est tournée vers les colonnes de Buren, qui sont tournées vers la pyramide. Comme on le voit ici. Comme on le voit ici. Et la pyramide, elle est tournée vers quoi? Avant de répondre à cette question, on va la montrer, hein, pyramide de verre.
créée entre 85 et 89, inaugurée quand même en 88 par Mitterrand, conçue par l'architecte sino-américain Yeo Ming Pei, ou Pei, je sais pas. Ça a encore été un projet controversé. Hein. Certains médias, certains politiques n'en voulaient pas, ne comprenaient pas. Voilà. Bon, finalement, au fil des années, on s'y habitue, c'est comme tout, quoi. By Night. Une vue originale. Voilà, et donc cette pyramide, elle est tournée vers quoi? Vers la pyramide inversée, créée à la même époque. Hein. Elle se trouve à côté de l'arc du Carrousel, sur la place du Carrousel. Au centre de la place, en fait, c'est la base de la pyramide qui est donc à l'envers. On la voit ici, lorsqu'on entre au musée du Louvre ou qu'on en sort, on tombe dessus, plutôt quand on en sort. Voilà, là aussi c'est quand même quelque chose d'énigmatique, hein. Une pyramide de verre à l'envers, qui pointe contre pointe, presque avec une pyramide dans le bon sens. Voilà. Il y a quelque chose de manifestement ésotérique et mystérieux, quoi. C'est pas banal. Hein. D'abord la référence à l'Égypte. Pourquoi on sait que l'Égypte pourrait être l'héritière de l'Atlantide. L'hermétisme est né en Égypte hein, par le dieu Thoth. Et d'un seul coup, quelqu'un, en 1985, il fait poser une pyramide à l'envers, en verre, quoi, une à l'endroit à côté, dans un lieu qui, a priori, n'a rien à voir avec l'Égypte. Il y a quelque chose de mystérieux qui, manifestement, n'est pas connu. Voilà. Voici la place du Carrousel, quoi. Et donc, vous voyez, c'est là. Et en fait, on empêche les gens d'accéder au centre de la place, où il y a la base de la pyramide, par des arbustes, là, ce qui fait qu'on ne peut pas marcher dessus, en fait. C'est pas mal vu. Et donc, dans notre petit jeu intellectuel, ici, quand on est à la pyramide inversée, la pyramide inversée, elle est face à quoi finalement? Elle est face à la pyramide à l'endroit, on l'avait déjà vu. Elle est dans l'axe du Louvre, donc elle est face à la cour carrée, d'accord? Donc on pourrait dire finalement que tout cela mène à la cour carrée. D'accord? On pourrait arrêter le jeu ici, d'accord? C'est-à-dire que, si je récapitule, pour être sûr qu'on a bien compris, on part de la grande porte, l'arche de la Défense. Elle est orientée vers quoi? Vers la bibliothèque. Ce sont les deux principaux monuments de Mitterrand, hein, les deux plus massifs. La bibliothèque est orientée vers quoi? Vers les colonnes de Buren, qui sont orientées vers la pyramide, à l'endroit, qui est orientée vers la pyramide à l'envers, qui est orientée vers la cour carrée. Voilà. Et en fait, on peut continuer ce petit jeu. Encore une fois, c'est le même plan, Google Earth. J'ai simplement rapproché deux morceaux de la carte, afin qu'on comprenne ce que je veux dire. Vous voyez la grande ligne qui coupe la cour carrée en deux parties égales, qui vient donc de la pyramide inversée. Elle arrive à l'Opéra Bastille. L'Opéra Bastille, c'est un autre monument voulu par Mitterrand et Lang en 82. Elle a été inaugurée en 1989 à l'occasion des festivités du bicentenaire de la Révolution. D'accord, ouais, alors, bon. On va suivre l'ordre des choses. C'est une des salles les plus grandes hein, qui existent au monde, même si le monument n'est pas très beau à l'extérieur. En fait, l'Opéra Bastille a remplacé une gare qui était là. Il y avait un espace vide. C'est l'occasion de faire un petit commentaire
À savoir que bon, les gens qui travaillaient autour de Mitterrand, qui connaissaient tous les dessous du secret que je connais moi, que je partage avec vous, qui en connaissaient plus encore, bon, ils posent un canevas géométrique sur la carte, hein. Il faut des alignements, des orientations. Donc c'est pas forcément simple, parce que il faut qu'ils tiennent compte, bien sûr, des aspects pragmatiques. Euh, Évidemment, tout n'est pas possible. On ne peut pas bâtir un monument n'importe où. Encore faut-il avoir le terrain, la zone libre, le droit de le bâtir, d'accord. Il y a des contraintes pragmatiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien mesurer, quoi. Il y a le côté théorique. On dépose un jeu de pistes qu'on pourra retrouver dans le futur. Encore faut-il aussi concrètement pouvoir bâtir le monument, là où c'est prévu. Voilà. Et donc on arrive sur l'Opéra Bastille, mais on peut bien voir que cet opéra, il est là, hein, gigantesque ici, à côté de la colonne sur la place de la Bastille. On ne fait qu'en couper un tout petit tronçon, d'accord. On voit bien que c'est pas prévu pour l'Opéra Bastille réceptionne la ligne des deux pyramides et de la cour carrée. Mais c'est maladroit, on sent que ça colle pas. C'est pas dans l'axe, etc. C'est pas harmonieux, donc on va en rester à la cour carrée, on est d'accord. La ligne va s'arrêter à la cour carrée, finalité de toute l'opération, de toutes les spéculations qu'on vient de faire. Donc si on récapitule, d'accord, et sûr qu'on a bien compris, on part de la Grande Arche qui est une porte. Elle est dirigée vers la très grande bibliothèque, autre monument de Mitterrand. Cette bibliothèque, elle est orientée vers quoi? Vers les colonnes de Buren, précisément. Donc on arrive aux colonnes de Buren, ici à gauche, et les colonnes de Buren, mais c'est pareil, on continue le petit jeu de l'orientation. Elles sont orientées vers quoi? Elles font face à la pyramide du Louvre. Qui elle-même fait face à quoi? Qui elle-même fait face à la pyramide inversée. Elle est juste en face. La pyramide inversée, à gauche, bon, on peut repasser sur la pyramide du Louvre, là, à l'endroit, mais elle fait face à la cour carrée, qui par cette ligne est exactement coupée en deux, hein, voilà, qui est la finalité de toutes les spéculations intellectuelles, une fois de plus. Donc par ce petit jeu, on arrive à la cour carrée du Louvre. L'orientation. Le monument, il fait face à quoi? Mais au final, il fait face à la cour carrée. Il y a des preuves. Vous allez voir, on va égrener quelques preuves amusantes que ce que l'on dit n'est pas complètement ridicule, hein. Donc on peut noter que ce dont je parle là, quand même, c'est intellectuellement nickel, d'accord. C'est cohérent sur un plan logique. Ils ont tout à fait pu faire comme ça, d'accord. Le monument, il fait face à quelque chose, à l'autre qui fait face à, qui fait face à la cour carrée. C'est tout simple, mais ça tient la route. Ils ont pu s'arrêter là, d'accord. Voilà. C'est important de constater que ça tient la route intellectuellement, hein. Ici, voilà. Voilà une photo de l'Opéra Bastille. Bon, c'est pas le top esthétique, hein, c'est pas la réussite complète d'un point de vue beauté architecturale. C'est surtout utilitaire, mais le code est là, vous allez voir comment. Parce que ici, bon, si j'agrandis, là vous avez des fenêtres en verre, il y en a beaucoup. Elles sont de forme carrée, vous voyez, c'est carré. En dessous, les panneaux sont de forme carrée. Sur le portail, on va dire, vous pouvez voir que ce sont des carrés, hein, qui sont eux-mêmes divisés en 4 carrés. Ça fait beaucoup de carrés. Donc ça pourrait tout à fait être là pour indiquer la cour carrée. Vous pouvez voir ici que la cour carrée du Louvre, c'est un carré, comme son nom l'indique, et c'est divisé en 4 parties, en 4 quartiers, hein. Donc
c'est quand même ce qu'on retrouve ici, quoi. Là, sur le portail. Ce sont des carrés divisés en 4 carrés pour indiquer la cour carrée. Et vous pouvez voir ici, il y a des petits points. Vous voyez ici? Il y a des petits points. D'accord, alors pourquoi? Eh bien, et ici vous pouvez voir sur le portail qu'il y a des petits points creusés sur les grands carreaux, divisés en 4 carreaux. Mais où est-ce que ça pourrait nous mener tout ça? Ici, sur la porte, après le portail, vous montez les marches, vous arrivez à la porte. C'est encore une décoration en grands carrés divisée en 4 carrés, comme une schématisation du dessin de la cour du Louvre. La poignée de porte, vous voyez, ce sont des carreaux, 4 x 4 carreaux. Encore des carrés. Alors on fait demi-tour, on se retourne vers l'espèce de pilier qui porte justement le portail. Les petits points, c'était des trous creusés. Parce que la photo est prise un petit peu en diagonale, ce qui fait qu'on ne voit pas tout à fait le carré, mais c'est carré en fait. Vous avez des trous creusés au centre des carrés. Ah mais alors là, c'est bien sûr, ça pourrait être là pour nous indiquer qu'il faut creuser au centre de la cour carrée alors. Ah ouais, peut-être alors. Et ici on le voit bien, vous voyez, ici. Les carrés, comme ça vu, on voit la deuxième dimension, ça fait comme des boîtes. Vous avez une boîte, disons, de forme cubique. Hein, c'est photographié un petit peu en diagonale, ça fausse la perspective, ça fausse la forme. Hein. Ça fait comme une boîte carrée, cubique, et percée d'un trou. Donc ce serait une boîte, on perce au milieu pour accéder dans la boîte finalement. Ça pourrait bien vouloir nous dire qu'il faut creuser au centre de la cour carrée pour accéder à ce qui est caché dessous. D'accord? Peut-être alors. Voyez, regardez. Voilà, ce sont des trous creusés au milieu du carré. Là, ici, quand on est à l'entrée du principal, il me semble, de l'Opéra Bastille, l'éclairage, ce sont des petites lampes situées au centre d'un carré. Et ça fait en fait une boîte. On retrouve la même idée, le même concept graphique. Voilà. Donc, j'ai bien l'impression qu'à un moment donné, il va falloir, quand ce sera possible légalement, hein, donc c'est pas pour aujourd'hui non plus, mais pouvoir aller creuser au centre de la cour carrée, là où il y a aujourd'hui un bassin. Mais ce serait intéressant de creuser quelques mètres de sol sous le bassin. Je ne serais pas étonné si on trouvait là le début d'une galerie, quelque chose qui réceptionne en dessous, un souterrain, quoi. Voilà. Bon, évidemment, personne ne peut le faire comme ça, en fraudant, quoi. C'est pas possible, hein, vraiment. Voilà. D'accord un petit jeu de spéculation intellectuelle nous amène à la cour carrée. Si on va plus loin sur la ligne, c'est l'Opéra Bastille. L'Opéra Bastille, il nous dit, ouais, des carrés, au centre de la cour carrée, un trou, vous voyez. Alors on revient à la cour carrée, donc voilà. Hein. C'est la finalité, c'est la cour carrée, comme à l'époque de Louis XIV, etc. Quoi. Ok. Ah ben d'accord. Maintenant, on va voir une preuve d'un genre assez particulier. Vous vous souvenez la dernière fois, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, avant celle-ci, j'avais parlé du château de Versailles et du code 17. Bon, on va pas tout résumer, mais juste pour dire, vous voyez le plan du château de Versailles. Il était question du nombre de fenêtres. Il y avait des séries de 34 fenêtres, 2 x 17, de 17.
Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Du côté ville, il y avait 17 fenêtres. Alors que le nombre de statues, je les avais comptés, c'était 102, c'est-à-dire 6 fois 17. Il y avait une récurrence comme ça, une insistance sur le nombre 17 à Versailles. Idem concernant donc les nombres de statues, je viens de le dire, 6 fois 17 plus 6 statues, donc insistance sur 6. Bon, voilà. Dans la galerie des glaces, qui est côté jardin ici, elle débouche la galerie sur la lumière, sur les jardins, par 17 fenêtres, correspondant sur l'autre mur à 17 arcades, 17 grands miroirs. Et ce nombre 17 à Versailles était un peu une clé cachée qui permettait de déduire certaines choses en direction de l'Atlantide, hein, voir ma dernière vidéo, voir aussi celle de la chaîne Le Secret, hein, avec Julie Couvreur. Voilà. Le nombre 17 à Versailles a été déposé comme un catalyseur dans une opération chimique. Si on ne sait pas, on n'en tient pas compte, bon, il manque une clé importante. Sinon, quand on a compris que ça avait été fait volontairement, 17, 17, 17, on peut avancer plus loin dans le raisonnement. Voilà. Et alors là, ça devient très intéressant. Ici, vous voyez. Donc ça, c'est un élément que je n'ai pas découvert moi-même, celui-là ici. C'est quelqu'un qui a posté un commentaire sous la vidéo qui m'a fait part de cette information. Hein, c'est monsieur Patrick H, de la lettre H. Et ce monsieur Patrick, il a découvert que de la cour de marbre de Versailles, hein, c'est-à-dire la cour essentielle, vraiment c'est quasiment le point névralgique du château, quoi. Hein. Vous allez vers la pyramide de Mitterrand, il y a 17 000 mètres. Voilà. 17 000 mètres, 17 kilomètres. Alors ça veut dire quoi? Bon, ben, ça veut dire que Mitterrand, l'équipe qui travaillait avec lui, les initiés qui travaillaient avec lui, ils connaissaient bien sûr le code 17 que j'ai découvert. Et en connaissance de cause de tout le travail qui avait été fait à l'époque de Louis XIV, il pose la pyramide de façon à ce que la pointe soit à 17 km exactement de la cour de marbre. Hein. Bon, pas tout à fait le milieu de la cour de marbre, alors on pourrait dire c'est 17 km moins quelques mètres. Bon, franchement, qu'est-ce que ça change? Rien, rien. Et donc, voilà, les gens de Mitterrand, ils connaissent le travail de Louis XIV, ils repartent de là. Et ils rebondissent sur le code 17. D'accord? Ça, c'est intéressant. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, les gens de Mitterrand, à l'époque? Eh bien, on se dit, tiens, on va mesurer certaines choses. Alors, on était parti de la Grande Arche, jusqu'à la bibliothèque, vers les colonnes de Buren, vers la pyramide inversée. À l'aide du logiciel Google Earth, je mesure ces 4 longueurs. J'obtiens un total d'exactement 17 000 mètres. Ça, c'est quand même surprenant, ça. Hein. Admettez que là, le hasard, c'est pas possible, enfin. Alors, j'ai refait une deuxième mesure, j'ai trouvé 12 mètres de différence. Bon. Mais dans la première mesure, j'étais tombé pile sur des mesures pile en mètres qui totalisaient 17 000 mètres. Voilà. Le revérifiant, peut-être pas sur la même image Google Earth, parce que Google Earth propose des images d'archives. Je ne me souviens pas la première mesure, sur quelle image, de quelle année je l'avais faite. Enfin bref. Vous voyez, encore 17. Alors on continue ici. Alors là par contre... D'accord. Alors je me dis, mais on va mesurer. Alors ce qu'il y a du centre de la pyramide inversée jusqu'au centre de la cour carrée, il y a 346 mètres.
Bon, mon image à droite va masquer, peu importe, je vais vous l'énoncer. Or, 346 fois 17, c'est égal à l'inverse de 17001. Donc, cette longueur de 346 mètres pile en mètres, elle convient parfaitement, elle s'adapte parfaitement au code 17. Comme si on voulait nous faire comprendre, ben oui, bien sûr, une fois arrivé à la pyramide inversée, il faut aller au centre de la cour carrée. Voilà, tout simplement, avec le code 17. Si vous ne connaissez pas ce code 17, ben vous ne pouvez pas comprendre. Vous trouvez 346 mètres, et puis c'est tout. Vous dites d'accord, bon, bah ouais, rien. Il faut connaître ce qu'avait fait Louis XIV, comprenez, pour comprendre. À partir de là, une petite nuance quand même, en revérifiant, en vérifiant, j'ai trouvé 66 cm de différence. Donc 346,6. Ah, alors ce serait plus 346 mètres pile. Alors là, ah, d'accord. Bon, donc ce serait dans le futur à préciser, quoi. Ah. Parce que soit il y a un petit décalage de 65 cm qui fausse quand même le résultat, ah oui, d'accord. Soit ils prennent la longueur en mètres pile, donc 346, on ne tient pas compte des dizaines de centimètres, etc. Voilà. Donc je vous fais part tout à fait honnêtement des résultats de là où j'en suis. D'accord. Alors maintenant, on passe à la deuxième façon de toucher la cour du Louvre, d'accord. Là, je vous ai montré la première façon d'y arriver. Comment on arrive à la cour carrée du Louvre, voilà, à l'époque de Mitterrand. Le même résultat qu'on obtenait à l'époque de Louis XIV. Mitterrand, il arrive, paf, pareil, la cour carrée. Il existe une deuxième façon d'y arriver. La voici. Je pars... je considère cette fameuse ligne. La Grande Arche, la bibliothèque. Bon. Cette ligne passe précisément sur deux monuments importants. L'église Saint-Sulpice et le Panthéon. Mais oui, mais c'est le fruit du hasard, non? C'est le fruit du hasard, ou alors c'est voulu, ça a une importance dans le concept. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors voilà ce qu'on fait. On s'intéresse à la géode. La géode, c'est une sorte de grand objet de 36 mètres de diamètre dans le parc de la Villette. Il a été inauguré en 1985. Donc c'est encore une création de l'époque Mitterrand. C'est une œuvre de Adrien Feinsilber, ou alors Feinsilber, je ne sais pas comment on prononce. C'est une prouesse technologique, puisque c'est une sphère en fait, qui réfléchit comme un miroir et qui est lisse. Voilà. Dedans, il y avait un cinéma qui a été fermé, qui doit réouvrir bientôt. Donc c'est vraiment spectaculaire, futuriste. Je remercie mon correspondant Pierre P. dit l'architecte, qui m'a parlé de la géode, parce que moi je ne savais pas en fait que c'était une création de la présidence de Mitterrand. Et Pierre dit l'architecte, il vient de sortir un livre qui s'appelle Bruxelles, les mystères de Notre-Dame du Sablon. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Voilà, donc ici la géode. Et la géode nous amène un élément très intéressant, très important. Donc vous voyez ici, notre ligne qui joint les deux plus grands monuments de Mitterrand passe par l'église de Saint-Sulpice et le Panthéon. Alors, la géode, la voilà, c'est une photo de Julie. À côté se trouve la cité des sciences et de l'industrie. Ça fait un lieu vraiment assez fascinant, énigmatique, futuriste, avec ses parois de verre.
On se croirait sur une autre planète. Voilà, or cette géode, l'emplacement choisi pour l'édifier, pour la poser, c'est ici, donc à égale distance de l'église Saint-Sulpice et du Panthéon. D'accord? Donc, les initiés de Mitterrand, ils nous disent ces deux monuments sont bien à considérer dans notre affaire. C'est pas par hasard que la ligne précédente passait dessus. Or, l'église Saint-Sulpice, elle est en face de la cour carrée. En d'autres termes, la cour carrée, par un de ses côtés, de ses axes, est orientée vers l'église Saint-Sulpice. Bon, il y a néanmoins le petit problème qu'il n'y a que, on va dire, la moitié de l'église qui est en face. Le chœur, d'accord, n'y est pas. Il dépasse. Alors, voilà, il y a plusieurs explications. Soit les bâtisseurs se sont dit, bon, que la moitié de l'église soit en face, c'est suffisant. Ils comprendront, l'église Saint-Sulpice est importante parce qu'elle est en face de la cour carrée. Donc cette église ramène à la cour carrée. D'accord ? Voilà, encore une fois. Soit le décodage se poursuit ailleurs, à côté, dans l'église, sur la place. Là, je ne sais pas, je n'ai pas approfondi de ce côté-là. Voici la façade de l'église Saint-Sulpice, une des églises les plus connues de Paris. Le Panthéon, lui, c'est une architecture grandiose, inspirée du Panthéon de Rome. C'est un mausolée de personnages importants en France. Il y a sur les murs des peintures murales qui décrivent des événements de l'histoire de France. Et pourquoi ce Panthéon serait important pour les codeurs mitterrandiens? Eh bien parce que si vous tracez une ligne vers le centre de la cour carrée, vous aboutissez sur les colonnes de Buren. Pas au centre tout à fait des colonnes, mais vous aboutissez quand même. Donc c'est une façon d'indiquer la cour carrée, encore une fois. On revient maintenant à notre axe historique. Voilà, donc il traverse la place de la Concorde, sur l'obélisque de la Concorde, ramené de Luxor, Égypte. Il traverse le jardin des Tuileries. Et il aboutit sur l'arc du Carrousel. Et après, il n'aboutit plus dans l'axe parce que le Louvre est décalé. Il y a un décalage de 6,3 degrés. Le même décalage qu'il y a pour l'Arche de la Défense. C'est le même décalage, c'est marrant quand même, c'est forcément fait exprès. Parce que ces deux lieux sont à mettre en relation. Et on va découvrir pourquoi. Donc ici, si vous tracez une ligne qui part de l'Arche, qui n'est pas tout à fait sur l'axe historique, mais qui va toucher... Ah, c'est dommage, là. Mon portrait va peut-être... mon image va peut-être masquer. Comment on peut faire? On ne peut pas faire autrement. Je sais pas. Oui, enfin si, non, ça va, oui, ça va. Vous pouvez le voir en haut, dans l'image encadrée. De l'Arche, vous passez par le centre de la cour carrée, parce qu'évidemment on se dit, bon, ils veulent absolument nous indiquer ce lieu-là. Alors on cherche de ce côté-là. Et à ce moment-là, vous touchez la petite église qui est à côté de la cour carrée, celle de Saint-Germain-l'Auxerrois. Vous la touchez sur la croisée du transept. Impeccable. Ben oui, mais alors, ça, ils l'ont voulu ou c'est le fruit du hasard? Voilà, donc là, on voit qu'une ligne de la bibliothèque centre vers le centre de Notre-Dame de Paris, le monument le plus connu de Paris, aboutit encore sur l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc c'est une façon de valider cette église, d'accord? Et donc de valider la cour carrée du Louvre. Arrivé là, il devait se dire, oui mais alors, Notre-Dame, bon, on passe dessus, mais bon, qu'est-ce qui prouve que les initiés, les architectes, ils l'ont voulu?
Les concepteurs de Mitterrand, ils l'ont voulu, ça ou pas? Alors, on ne sait pas, alors on va voir. Ouais. Et on présente maintenant une sculpture qui a été posée dans le parc du château de Rambouillet, château des rois de France, puis château présidentiel. Voilà, et donc c'est la barque solaire du sculpteur Carrel. C'était une commande de l'État, à l'époque où Mitterrand était au pouvoir. Bon, je n'ai pas de photo, mais le type ici, il a quasiment le visage de Mitterrand, quoi. La ressemblance est flagrante. Il n'y a pas que moi qui l'ai repéré. Donc cet homme est debout, il lève un bras comme un Atlante. La barque est aussi un char, une sphère est posée comme la sphère de la Terre. Bon, ça, on admet habituellement que ça se réfère à la mythologie égyptienne. C'est-à-dire c'est la barque du défunt pour l'emmener à sa demeure céleste. Voilà. Il y a quelque chose d'énigmatique, évidemment, quoi, surtout avec la tranche de Mitterrand. Et alors je remarque ceci, quoi. Si une ligne amarrée, attachée à la barque solaire, qui va au centre de Notre-Dame de Paris, elle passe sur le palais du Luxembourg, dont on a vu qu'il était déjà incriminé pour indiquer le Louvre. On l'a vu tout à l'heure. Il est orienté vers la cour carrée du Louvre. Cette ligne passe sur l'hémicycle du Sénat. C'est pas mal parce que Mitterrand a été sénateur. Donc cette ligne, en fait, habilement posée, elle valide Notre-Dame. D'accord? On a utilisé Notre-Dame. Là, Notre-Dame est validée. C'est bien ça. Ce monument est important pour les concepteurs mitterrandiens. Pour indiquer tout à l'heure, précédemment, je veux dire, l'église Sainte de Saint-Germain à l'Auxerrois, qui validait la cour carrée du Louvre. Voilà. Tout se tient, tout est cohérent. En d'autres termes, ce qui a été fait à l'époque de Mitterrand, c'est d'abord placer des monuments, des œuvres à des points précis. Il fallait déjà y arriver en respectant les aspects concrets, d'accord? Ils y sont arrivés. Peut-être ils ont beaucoup réfléchi entre ce qu'ils pouvaient faire en connexion entre ce qui est pragmatique et le résultat auquel ils voulaient arriver, à savoir indiquer la cour carrée. Et donc tout se tient, les différents sites architecturaux se tiennent les uns les autres. Ils forment un ensemble cohérent, voyez, pour indiquer la cour carrée du Louvre. À condition que l'on sache ce que l'on cherche, d'accord? Alors on va me dire, oui, c'est le biais de confirmation. Tu cherches quelque chose et finalement tu le trouves coûte que coûte. Oui, mais attention, je devinais bien sûr que les gens de Mitterrand lui-même, ils allaient indiquer la cour carrée. Ouais, mais les preuves, elles viennent après. Les preuves, elles sont là. Elles arrivent en restant lucides, intelligents. Je trouve les preuves, ce qui montre que je ne me suis pas trompé dans l'intuition que j'avais. D'accord? Pas de biais de confirmation. Voilà. Cette barque solaire, elle est encore à égale distance du palais du Luxembourg, de l'église de Saint-Sulpice. Voilà. Ce qui valide au passage l'église de Saint-Sulpice. Parce que cette église fait face à la cour carrée. D'accord? Et valide donc la cour carrée en tant que finalité. Ils sont malins quand même. Bon, d'accord, pourquoi elle n'est pas entièrement en face? Ok, ça reste en suspens. Je l'admets, d'accord. Bon, j'ai l'idée qu'il y a une raison que je n'ai pas découvert, mais que je pourrais découvrir. Alors, pas parce que je suis faible d'esprit, pas parce que, au contraire, parce que je reste lucide et que je vois bien que je touche à quelque chose qui est organisé, qui est très bien mis en place intellectuellement, et que je suis sur la bonne voie, je suis sur la bonne route.
D'accord? Je suis sur le bon chemin, quoi. Et à chaque fois, ça marche, ça fonctionne. Pas parce qu'il y a des biais de confirmation, parce que je suis sur la bonne route, au risque de radoter. Voilà, parfait. Alors, on va maintenant présenter le monument des droits de l'homme. Donc, vous pouvez voir sur la chaîne Le Secret, ma chaîne en partenariat avec Julie. On a fait une vidéo sur le monument des droits de l'homme qui devait s'appeler... je ne sais même plus comment ça s'appelait exactement. Enfin, ce codage est très surprenant, un truc comme ça. Voilà, voilà. Donc le monument des droits de l'homme, créé en 89 à l'occasion des festivités du bicentenaire de la Révolution, commandé par la ville de Paris. C'était Jacques Chirac, le maire de Paris. L'architecte était Michel Janssen et le sculpteur était Ivan Taymer. Donc, oui, c'est étrange, tout à fait énigmatique, 3 statues énigmatiques devant, ça ressemble à une mastaba égyptienne, c'est-à-dire, je crois que c'était les tombeaux égyptiens, je crois, hein. 2 obélisques devant, parce que là on est sur le côté, hein. Des sculptures bizarres, des pyramides sur le mur, ouais, bizarre, hein. Ah, je défends le codage, l'hypothèse, mais enfin, quand même verrouillé par des preuves selon lesquelles ça se réfère à des contacts avec des extraterrestres, hein, voilà. Vous pouvez voir cette vidéo donc, que je viens de citer. Voici un personnage étrange, tout en haut de l'obélisque, pour qu'on ne le voit pas trop, avec des bras longs, donc il n'est pas humain, debout sur son disque, voilà. Ici des sortes d'adorateurs du serpent, par exemple pour la constellation du serpent, du serpentaire, on peut y voir un symbole du mal si on veut. Mais ce chemin ne m'intéresse pas, quoi, parce que ce codage est éminemment lumineux, quoi. Il a été posé là comme une aide pour qu'on comprenne certaines choses dans un monde difficile. Bon, ce codage n'est pas d'origine terrestre, si vous voulez, parce que les humains n'auraient jamais fait ça. Ils en sont bien incapables, sur des siècles et des siècles, quoi, de coder quelque chose de cohérent, de lumineux, d'accord. L'humain, il y en aurait toujours un qui penserait au pouvoir, mais j'en ai rien à foutre. Je ne code pas, je m'en fiche, voilà, bien sûr. Mais là, le codage est toujours là. Il se perpétue de génération en génération, quoi. Voilà, d'accord. Ok. Ben, c'est-à-dire, le risque, c'est de choquer certaines personnes. Et donc, alors des fois, j'y vais plus fort, des fois, je prends des gants. C'est variable, quoi. Vous voyez, par exemple, sur un des vases du monument des droits de l'homme, vous voyez, c'est marrant, ça, quand même, c'est étonnant, hein. Une sorte de construction avec une tourelle. Et autour, on dirait comme des petits vaisseaux qui sont dans l'air, quoi, qui planent dans l'air, hein. Mais si vous ne voulez pas le voir, vous ne le verrez pas, hein. Vous resterez dans votre monde télé, tout ça, et vous penserez que c'est pas ça, qu'il y a une autre solution. Mais évidemment, d'ailleurs, c'est prévu, hein. Dans le codage, c'est prévu. Ça ne me dérange pas que vous y croyez pas. Vous en avez le droit. Voilà. Et donc, ce monument des droits de l'homme, il est posé sur le champ de Mars, hein, à peu près discrètement, dans un coin, pour qu'on ne le voit pas trop, si on veut, parce qu'il est vraiment celui-là ésotérique et énigmatique, hein, franc-maçonnique pour certains. Mais voilà, donc en tout cas, il est placé d'une bonne façon pour être à égale distance de la pyramide inversée et de l'église de Saint-Sulpice. 2 monuments de Mitterrand qui valident l'église de Saint-Sulpice, qui fait face à la cour carrée. Voilà. Il vous valide, encore une fois, l'église Saint-Sulpice. Donc voilà, vous comprenez, c'est... Enfin, il y a peut-être des gens qui vont trouver que je dis 2 fois ou 3 fois la même chose, mais j'essaie d'être sûr que vous de bien m'exprimer, m'expliquer.
les monuments de Mitterrand tiennent compte de monuments qui étaient déjà là. Donc on pourrait penser, oui, mais ils sont là, et alors c'est peut-être le hasard, enfin rien ne prouve. Alors il les utilise dans plusieurs alignements, il recoupe pour qu'on puisse être tout à fait sûr que c'est ça. Voilà. Et le monument des droits de l'homme, il est, quand on cible le centre de la cour carrée, à égale distance des colonnes de Buren, hein, presque au milieu du dispositif des colonnes, hein, du double plateau. Donc là, on voit bien, quoi. Hein. Le monument des droits de l'homme est placé de façon à indiquer la cour carrée, quoi. C'est comme ça. Hein. Si c'est une coïncidence, ouais, mais alors encore une coïncidence, encore une, c'est dingue. Et donc, à chaque fois que je joue un dé, il fait 6. Ah, la vache. Là, ça pourrait être intéressant de demander à quelqu'un qui est vraiment branché sur la logique, ce qu'est l'intelligence, la déduction. Hein. Voilà, les probabilités. À un moment donné, vous ne pouvez pas obtenir tout ça par hasard, quoi. Il faut arrêter, c'est pas possible, quoi. Hein. C'est bien l'expression de la volonté des bâtisseurs dont je parle. Hein. Bien. Voilà. Alors, on va toucher à quelque chose, vous allez voir, là, vous allez être probablement scotché quand même, là. Bon, enfin, une fois de plus. Voilà. Donc, il y a la ligne tout en haut, quoi, qui part de l'arche de la Défense. Et on passe donc sur la grande bibliothèque. Hein, on vient de voir cette ligne. Où est-ce qu'on a abouti? On a abouti au temple de Dendera, en Égypte. C'est une information que j'ai vue dans une vidéo de la chaîne Mysteria, une chaîne sur les monuments de Mitterrand. Bon, cela dit, si on attache la ligne à la Grande Arche, on ne passe pas tout à fait au milieu de la bibliothèque, pas tout à fait au milieu quand même, mais effectivement on arrive au temple de Dendera. Bon, le temple de Dendera, il est connu pourquoi? Il est connu pour son zodiaque. Son zodiaque, il n'est plus à Dendera. Où est-ce qu'il est? Il est en France. Vous allez voir, c'est vraiment c'est comme stupéfiant, vous allez voir. Voilà, et là, nous sommes au-dessus de l'arche de la Défense. En fait, il y a des ouvertures qui montrent un zodiaque qui est tracé. On n'en voit donc que des bribes. Anciennement, on pouvait marcher sur le zodiaque, ça se visitait, quoi. Il me semble bien, c'est plus possible aujourd'hui. Voilà, j'emprunte cette image à une vidéo de David Crowhurst, qui a fait sur la chaîne Epistéméa. Hein. Il propose le début de la vidéo, il faut payer ensuite pour voir la suite de la vidéo. Il s'intéresse à l'axe historique de Paris. Et donc il remarque que le soleil se couche le 4 août dans l'axe. Voilà. Et donc, par rapport au zodiaque qui est esquissé, on va dire sur le toit de l'arche, c'est le signe du lion, qui donne l'extérieur de l'axe, là où le soleil se couche. Et effectivement, le mois d'août correspond au signe du lion. Voilà. Et moi je vois que donc de l'autre côté, vers l'axe historique, c'est le Verseau, pour faire cette fois-ci penser à l'ère du Verseau, hein, quand la prochaine civilisation, quoi, cette ère, cet âge d'or qui va revenir sur la Terre. C'est pour cela que tout cela a été créé, d'accord? Tout ce codage est là pour ça, pour être utile, pour entrer dans cet âge. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a... Bon, je vais rester sur cette ancienne image. Il y a un zodiaque sur la Grande Arche de la Défense, et il y avait un zodiaque remarquable au temple de Dendera. Ah bah tiens, ça c'est marrant alors. D'accord. Et donc, j'aurais
J'appuie sur le bouton pour être sûr. Voilà. Il y a cette coïncidence extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que si vous attachez une ligne au centre de la cour carrée, la finalité à chaque fois de tout le dispositif, vous passez sur le zodiaque de Dendera. Hein, il est où le zodiaque de Dendera? Ben, il est dans la cour carrée du Louvre, il est sur l'aile est, et il est au moins à peu près là. Alors exactement, à peu près, je n'ai pas réussi à le savoir, mais au moins à peu près. Hein. Et là, la ligne, elle va où? Ben, vers le temple de Dendera, quoi. C'est incroyable quand même, non? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que ils ont placé le zodiaque, donc a été volé à l'Égypte quand même, je ne sais plus quand, ni rien. Ils l'ont placé sur la ligne qui joint la cour carrée au temple de Dendera. Voilà. Je trouve ça très marrant, quoi. Voilà. C'est-à-dire que on va en Égypte pour aussitôt revenir en France à la cour carrée. Voilà. Alors, il faut voir que quand on visite le Louvre, on s'aperçoit que ce zodiaque, d'abord, n'est pas si grand que ce qu'on pourrait croire. C'est un objet relativement petit. Hein. Et en fait, ils ne l'ont pas mis du tout d'une façon spectaculaire. Il est dans un petit recoin. Voilà. Je soupçonne que c'est venu, cet emplacement, je soupçonne, au Louvre, que le pouvoir de très haut niveau a dit, bon, il faut placer le zodiaque de Dendera exactement sur cette ligne. Alors, à mon avis, ils l'ont mis, voilà, là où ils pouvaient pour qu'il soit sur la ligne. Dans un petit recoin, voilà. Donc, vous voyez, ici, évidemment... alors, bon... voilà. C'est fatigant de parler comme ça. Hein. Bon, arrivé là, si vous avez bien suivi, on a compris que aussi bien des châteaux des rois de France, des monuments des rois de l'époque de Versailles, ainsi que François Mitterrand, qui était attiré aussi par les grandes constructions, pour laisser son nom dans l'histoire attaché à des bâtiments impressionnants. Ils indiquent constamment la cour carrée du Louvre. Voilà. Donc, à un moment donné, on devrait quand même se demander pourquoi. Si on admet que le simple hasard est dépassé, si on admet qu'il y a quelque chose de voulu, de volontaire, ce qui me semble évident, hein, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au milieu de cette cour carrée? Alors, dans cette cour, il y a quoi? Attendez, je vais faire ça. Voilà. On pourrait dire... bon, dans cette cour, il y a une vibration extraordinaire, on se sent tellement bien qu'ils n'ont pas pu s'empêcher d'indiquer ce monument, quoi, sur plusieurs siècles. Là, c'est léger, quand même, c'est léger. Hein. Il y a là, quoi, un vortex, on peut passer dans un autre monde quand on est dans cette cour carrée. Bon, ben alors à ce moment-là, j'attends que quelqu'un m'en fasse la démonstration. Hein. Pour l'instant, j'en ai jamais entendu parler. Bon, donc, j'écarte cette hypothèse. Dans le futur, alors à ce moment-là, tiens, une soucoupe volante va atterrir au milieu de la cour carrée. Oui, d'accord, alors on a ouvert les œillères complètement. Oui, mais bon, quand? Alors quand? Bon, c'est un peu gratuit comme affirmation. Hein. Je ne suis pas vraiment satisfait. Il y a des vibrations telluriques qui remontent du sol, conformément à la géobiologie. Et alors il y aurait, enfin je ne sais pas, je pose la question, y a-t-il dans la cour carrée des vibrations? C'est ça, extraordinaire. Bon, personne ne l'a dit jusqu'à présent. Voilà, et donc il faut voir que quand on met autant d'efforts à codifier, d'accord, un certain lieu, la cour carrée, sur plusieurs siècles, qu'on y tient absolument. Ça veut dire, à mon avis, qu'il y a dans le sous-sol de cette cour quelque chose de caché. Il y a un complexe souterrain, des salles souterraines, où quelque chose est caché et qui est d'une importance extrême. Alors là, vraiment, mais vraiment extrême. C'est très important. Dans les vidéos précédentes, on avait vu que Louis XIV, à son époque, dans les jardins de Versailles, c'est l'Atlantide qui était codé, d'accord? En utilisant le code 17 notamment. L'Atlantide. Bon, je pose l'hypothèse, d'accord? Je pose l'hypothèse que
En dessous de la cour carrée, il y a des objets, des artefacts qui ont trait à une civilisation qui était déjà très évoluée il y a des millénaires, l'Atlantide, qui avait déjà des machines, une science très très avancée. Voilà, et il en est sorti quelque chose qui a été conservé, mais qui est resté caché, parce qu'on a estimé que l'humanité en ferait un mauvais usage, parce qu'on a estimé que l'humanité n'était pas digne d'un tel trésor, d'un tel legs. Voilà, donc on s'est dit, ce sera révélé à une époque précise, mais dans le futur, des millénaires plus tard. Là, nous, en 2022, on approche. Je suppose qu'il faut comprendre comme ça le fait que j'ai découvert ça et que j'en parle. Voilà, donc je pense qu'il faudra s'attendre le jour où on va creuser au centre de la cour carrée. Il faudra sûrement démolir plusieurs mètres de je sais pas quoi, de roches. Et à ce moment-là, on va tomber sur un souterrain. On va tomber sur un souterrain qui va mener à une salle secrète, à des salles. À mon avis, contenant voilà l'héritage de l'Atlantide. L'héritage scientifique de l'Atlantide. Voilà. C'est là où le codage y mène pour moi. Donc c'est pas possible aujourd'hui. Je vais pas demander aujourd'hui aux gens du pouvoir de creuser dans le centre de la cour carrée. Je vais pas non plus leur demander s'ils savent déjà. Je vais pas leur demander. D'accord, il y a quelque chose d'un peu décalé. C'est tellement décalé que ça ne se fera pas, quoi. Ça ne se fera pas comme ça. Ça ne peut se faire que quand on sera vraiment passé à un autre système de pouvoir. Et que là, il n'y aura plus de blocage idéologique. Quand vraiment il y aura une liberté plus importante dans le pouvoir, vous voyez, à ce moment-là, on pourrait envisager des actions, disons, révolutionnaires, mais toujours dans la légalité. Tout cela est fait pour servir l'intérêt général, quoi. Alors, voilà. Ça se fera dans le futur, quand ce sera possible, quand il n'y aura plus rien, plus aucune force ne bloquera. Aujourd'hui, les gens qui dirigent vraiment le monde n'ont pas du tout envie qu'on fasse des révélations comme ça. Ça ne les intéresse pas. Voilà, d'accord. Et ça amène... j'espère que je ne me suis pas gouré de clic. C'est ça, ouais. Il y a autre chose de très intéressant à ce sujet-là que je voulais partager avec vous. Bon, il y a... oui, bon, à l'époque... bon, je vais quand même en boire un petit coup à votre santé, bien sûr. Les rois, avant la Révolution, bien avant Mitterrand, ils indiquent la cour carrée du Louvre. Bon, avec l'hypothèse la plus plausible que quelque chose est caché en dessous. Or, on pourrait penser, oui, mais c'est un peu ridicule, c'est toute cette opération, n'importe qui peut arriver, voler le truc en cours de route. Bon, regardez, pendant la dernière guerre mondiale, Hitler a envahi la France, Paris était occupé, Hitler est même venu à Paris vérifier tout ça. Hitler était branché, ésotérique. Lui, tous les secrets, tous ces trucs-là, il était dedans à fond. On dit même qu'il était médium. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été sous la cour carrée, embarqué le trésor et rapatrié ça à Berlin? Mais maintenant, il ne l'a pas fait. Parce que Mitterrand, justement, après, a engagé, plusieurs décennies après, Mitterrand code encore des trucs qui indiquent le même lieu, la cour carrée. Ça montre bien que le trésor en question n'a pas bougé. Il est encore là, quoi. Parce qu'il ne peut pas bouger. Parce qu'il y a des êtres, il y a des forces qui empêchent que cela bouge. On est d'accord. Je veux dire, personne ne peut déplacer le trésor. C'est pour ça que le codage continue et indiquant toujours la même chose, les mêmes endroits.
C'est important, quoi. Donc on pense, si vous voulez, on peut penser à des extraterrestres qui supervisent tout ça et qui contrôlent tout ça et qui ne toléreraient pas qu'un humain terrestre touche à quelque chose. C'est pas possible, voilà. C'est codé, et ça va rester comme ça jusqu'au temps des révélations, pour que l'humanité en profite. Voilà. Hein. Je trouve cette réflexion intéressante. Pourquoi Hitler n'a pas... Donc évidemment savait, enfin je suppose c'est évident, savait tout ce dont je parle. Hein. Ben non, il n'a pas embarqué le trésor à Berlin, quoi. Alors, parce que Mitterrand n'aurait pas codé la même chose, enfin... Voilà, ça s'est pas fait, parce qu'il n'a pas pu le faire, il n'en avait pas l'autorisation, il n'en avait pas le droit. Voilà, bon. Ok, c'est ce que je voulais dire. Je reviens au diaporama, et le voici. La nuit qui coule là. On n'est plus en été. Donc, il ne faut pas s'étonner, à partir de là, webcam, c'est ça. Voilà. Il ne faut pas s'étonner que Mitterrand était faire un petit tour à Rennes-le-Château, dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos. Ben, bien sûr, quoi, tout ça, lui, il connaissait tout ça sur le bout des doigts, ça le passionnait. Il a ajouté, on va dire, ses pièces de puzzle personnelles, puisqu'il avait le pouvoir. C'est intéressant, quand vous avez le pouvoir, vous pouvez bâtir la très grande bibliothèque. C'est fascinant, quand même. Hein. Moi, je peux pas, quoi. Moi, je suis là, je décrypte, mais je suis coincé après. Je sais pas, j'ai aucun pouvoir. Voilà. Donc, évidemment, Mitterrand était dans l'église de la Bessonnière. Bien sûr, évidemment. Une pièce de puzzle importante de tout le code dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos. Je crois qu'on est à la dernière image du diaporama. Non, peut-être pas, non. Non. Voici encore une image du plan de Turgot, qui a été dessiné en 1734, bon, 20 ans après la mort de Louis XIV. Hein. Et ici, j'ai trouvé, c'est un plan de Paris, j'ai trouvé ce détail. Tout est très bien dessiné, précis, tout Paris. Et là, vous avez la cour du Louvre. Voilà. C'est marrant de voir que à l'époque, il y avait donc des bâtiments au centre qui encadraient le centre. Voilà. C'est tout, je voulais vous montrer ça, vous voyez. Je trouve ça étrange d'avoir bâti des maisons dans la cour du Louvre, mais c'est le cas, hein, comme s'ils voulaient protéger quelque chose, un certain lieu, enfin voilà, quoi, un mystère. Hein. Ok. Alors on va terminer avec ça. Dans l'architecture, il y a parfois des visages comme ça. Ils sont étranges, ils ne sont pas vraiment humains, avec des oreilles pointues ici, vous voyez. Donc c'est une race différente, il n'y en a pas sur la Terre. Hein. Bon, il ouvre grand la bouche. Ça fait longtemps que je pensais c'est comme la bouche d'une cave, hein, comme s'il nous invitait à entrer dans le souterrain, dans l'accès, dans la cave. Là, on parle bien de la bouche d'une cave, de la bouche d'accès. Et voilà, vous avez celui-ci aussi, au château de Cheverny. Le précédent est au Louvre. Donc c'est Julie qui m'a fait remarquer, on peut dire qu'il ouvre la bouche. Il l'ouvre. Et il l'ouvre. Et donc la bouche d'accès, la bouche de souterrain, elle est où? Mais au Louvre, évidemment. Voilà. Et ici, on peut voir que ici, au-dessus, c'est donc le fameux rouleau, hein, le document, le manuscrit que j'ai bien souvent évoqué, c'est-à-dire le symbole du document caché, qui est donc dans le souterrain, dans la bouche. Voilà. Voilà, il nous invite à entrer dans le sous-sol du Louvre. Il l'ouvre, voilà. Mais écoutez, voilà, on termine ce diaporama. Je ne vois pas ce que je peux ajouter, j'ai égrené tout ce que je voulais dire au fur et à mesure. Je crois que j'ai rien oublié. N'hésitez pas, là vous allez pouvoir, dans les 20 dernières secondes de cette vidéo, cliquez sur celle qui vous est proposée, c'est celle du secret, qui sort le même jour et à la même heure que celle-ci.
sur le même sujet. Une vidéo travaillée en commun, faite en commun avec Julie. Vous allez voir, on a fait du bon travail. Elle a fait du bon travail aussi. Et voilà, vous pouvez cliquer sur cette vidéo et la visionner en complément de celle-ci, de la mienne. Portez-vous bien, je donne rendez-vous pour une autre vidéo bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je trouve ça totalement fascinant, révolutionnaire, intéressant, de premier plan. Aidez-moi à faire connaître ce travail, partagez-le s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. Voilà. À bientôt, portez-vous bien.